Bonjour et bienvenue sur la série de podcasts de la NSCA Québec. Je suis le directeur de la NSCA Québec, Mike Stolberg. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de parler avec Bruno Laverne, instructeur de conditionnement physique et de sport à la garnison de Saint-Jean. On a jasé d'haltérophilie, de travail en tant que préparateur physique à la garnison, ainsi que la préparation physique des recrues militaires canadiennes. J'ai beaucoup apprécié ma conversation avec Bruno et j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Bonne écoute. Salut Bruno. Salut Euh, Michael, merci d'avoir accepté notre invitation pour jaser sur le podcast de la NSCA Québec. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, je pensais qu'on pourrait débuter juste en te demandant de nous parler un peu de ton background, ton parcours à la fois sportif, académique, professionnel et autre duquel tu veux nous parler. All right. Écoute, pour commencer, je suis un joueur de football à la base. J'ai joué beaucoup de saisons quand j'étais plus jeune. Secondaire, commencé à m'impliquer un petit peu plus dans le football, cégep aussi. Au final, j'ai subi une couple de blessures qui a fait en sorte que j'ai dû arrêter de jouer au football. Puis à ce moment-là, je me cherchais une seconde attraction vers toujours l'entraînement. C'est ce que j'aimais bien aussi du point de vue de jouer au football, l'entraînement off-season. Au final, j'ai commencé à faire du CrossFit avec ça. Et dans le CrossFit, beaucoup de mouvements d'haltérophilie. Okay? Donc, arracher, épauler jeter ou snatch, clean and jerk. Et beaucoup de mouvements techniques, mais pas très bien exécutés. Puis tu essaies de voir comment tu pourrais améliorer ta technique au travers de ça. Puis au final, tu n'as pas trop de réponses. Et dans les débuts, là, moi, je te parle de ça, c'était quoi, 2010, 2011 peut-être, à peu près 2011. Donc, au bout de la ligne, j'ai fait, en plus, j'ai commencé à étudier en 2011, bac en kinésiologie. Donc, 2011 à 2014, j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'UQAM. Donc, 2011, on doit faire un stage 100 heures, kinésiologie, etc. Donc, après ça, on a un deuxième stage à l'UQAM, 200 heures. Et à ce moment-là, ben, je fais du CrossFit, tu vois, 2011-2012. Donc, j'ai fait OK, est-ce que je pourrais me trouver un stage qui va m'aider aussi au travers de mon entraînement personnel, tu sais, puis peut-être même développer ça avec peut-être une job là-dedans. Après, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. Tu sais. Fait que finalement, je vais porter des CV, etc. au Club d'haltérophilie de Montréal, c'est au Centre-Claude Robillard. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à… Écoute, je suis rentré dans ce gym-là, puis des gros athlètes qui s'entraînaient, ils levaient le double de mes poids avec une technique impeccable. Là, j'étais comme, OK, là, je suis à la bonne place. C'est là où je voulais être. Moi, j'avais faim de connaître tout ce qui est technique d'haltérophilie, puis pouvoir performer là-dedans pour moi avant tout, puis après, de pouvoir utiliser ça comme kinésiologue pour aussi préparer d'autres athlètes au sport de puissance. Fait que finalement, j'ai commencé mon stage là. J'ai fait 200 heures là-bas. Au travers de ces 200 heures-là, j'ai fait beaucoup d'heures de pratique moi-même. J'ai fait pas mal plus que 200 heures en pratique moi-même. Mais au travers de ça, j'ai commencé à coacher un petit peu avec l'entraîneur qui était en place là-bas, qui est encore là, qui s'appelle Marc Némé. Finalement, j'ai appris énormément de choses avec Marc et avec les athlètes nationaux et internationaux qu'il y avait là-bas, tout en m'entraînant. Fait que c'était toute une combinaison de trucs, école, parce que tu as des parties théorie, tu rentres dans le gym avec un coach expérimenté, avec des athlètes expérimentés de haut calibre. Finalement, c'est le meilleur bagage pour apprendre comment ça fonctionne. Donc, au travers de ça, j'ai commencé à faire mon stage aussi avec une partie plus théorique au travers de mon stage. Donc, on a fait un laboratoire avec Francis Luna-Grenier, qui était un athlète qui a fait les Olympiques en 2008 en haltérophilie. Donc, je l'avais emmené à l'UQAM. On avait fait un labo d'haltéro. On avait emmené les plates d'haltéro, les barres d'haltéro, tout ça dans le char. On amène ça à l'UQAM dans le labo de biomécanique. Finalement, on met des plateformes de force au sol, etc. On le plug avec des électrodes à certains muscles qu'on pensait pertinents à capter pour le labo. Puis finalement, on a sorti de ce labo-là avec, pour Francis, dans le fond, ça a permis de voir aussi quel muscle travaille dans quelle phase de mouvement. Donc, tu sais, moi, c'était juste d'apporter de la viande alentour du sport d'haltérophilie pour voir
pour pouvoir documenter un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut comme déceler au travers de ce sport-là. Donc, ça m'a fait mon projet de stage et en même temps, je crois en fait ça, à bien y penser, ça fait déjà un petit bout de temps, ça fait quoi, 7, 9 ans, 8, 9 ans. C'était en partie mon stage. Oui, c'était mon stage 2 et j'avais 3 stages en fait. Donc, mon stage 2 et mon stage 3, qui était l'année d'après, c'est là où est-ce que j'étais vraiment dans le monde de l'haltérophilie. J'avais pas mal plus de connaissances que j'avais au début de mon stage 2. Donc, quand mon stage 3 a commencé, j'ai décidé de le faire en ouvrant une entreprise qui s'appelait Entraînement BN Explode. Et dans cette entreprise-là, c'était parti de mon stage, c'était d'ouvrir mon entreprise en haltérophilie. Et conjointement avec le club d'haltérophilie de Montréal, les gens, ils venaient s'entraîner là. C'est sûr que vu que c'est un club où c'était très performant, un des plus performants au Canada à cette époque-là, le coach avait un petit peu moins de temps consacré à ceux qui cognaient à la l'haltérophilie. Il avait énormément cogné à la porte, mais le gym était vraiment petit, pas vraiment le temps de s'occuper d'eux. Donc, ça a été une opportunité pour moi de commencer à coacher au travers de ces gens-là. Les gens aussi de CrossFit, beaucoup de gens à ce moment-là, au CrossFit, il y avait beaucoup d'haltérophilie, mais eux, il y avait beaucoup de misère. Il n'y avait pas beaucoup de coachs de qualité, point de vue haltérophilie en CrossFit dans ces années-là. Maintenant, je crois que c'est rendu pas mal at large. Tout le monde connaît bien l'haltérophilie, même au niveau du CrossFit. Mais à ce moment-là, pas vraiment. Donc, eux, ils cognaient aussi aux portes. Donc, j'avais les débutants qui n'avaient pas vraiment de background d'haltérophilie, ni au travers le CrossFit, ni dans l'haltérophilie même. Et j'avais les gens de CrossFit qui venaient cogner aux portes. Donc là, j'ai commencé à les prendre, coacher au Centre Claude Robillard dans les heures où les gros athlètes ne s'entraînaient pas. Et tout a commencé à ce moment-là. Okay. Ça, c'est pas mal pour mon background académique et introduction de l'haltérophilie. Mm-hmm. OK, cool. Et donc tu as commencé l'haltéro, on va dire à travers le CrossFit, tu as dit vers 2011, quelque chose comme ça. Ouais. Mais après, un petit peu plus tard, plus sérieux, vraiment, tu t'es concentré sur l'haltéro. Oui, exactement. J'ai vu que tu t'es qualifié au championnat canadien d'haltérophilie, n'est-ce pas, en 2015, je pense? Oui, 2015, exact. 2015, je me suis qualifié. D'ailleurs, je coachais parallèlement à ça. OK? Donc, j'avais qualifié une athlète de CrossFit pour les championnats canadiens en 2015 à Toronto. Okay. Et moi aussi, j'étais qualifié. Donc, il y a une journée, je coachais. L'autre journée, j'étais en train de lever. Donc, ça a commencé comme ça. Et c'est quand même rapide, on va dire, de tes débuts dans l'haltéro à quand même te qualifier au championnat canadien. À quoi est-ce que tu attribuerais ton avancée quand même rapide dans le sport? Sport de puissance. Écoute, moi, comme mon background que je te parlais, j'ai joué au football longtemps. J'étais receveur de passe. Donc, tout ce qui est vitesse et force, c'était dans ma corde. Là. Donc, quand je suis arrivé, même au CrossFit, Power Snatch, un 90 kg dans les premiers mois que tu touches à une barre d'haltérophilie, tu fais OK, c'est bon, le gars a un peu de puissance. Il n'est pas très fort physiquement, il a de la puissance. Fait que, au final, je ne crois même pas que j'étais capable de faire un front squat avec 90 kg à ce moment-là, mais je faisais un Power Snatch avec. Donc, j'ai fait OK, c'est bon, ça m'intéresse. Finalement, je crois que ma qualification, ça a pris 2 ans pour qualifier pour les nationaux. La première année, après 3-4 mois, j'ai qualifié pour les provinciaux. Dans cette même année-là, je n'ai pas été capable de faire la qualification pour les championnats canadiens. Ça m'a pris la 2e année pour être capable de me qualifier. Donc, j'attribue ça à un athlète de sport de force et puissance qui rentre dans le domaine. Après, tu demandes à un coach de te montrer les bonnes techniques, etc., ça va de soi que tu vas t'améliorer rapidement. C'est sûr que si quelqu'un part de rien, pas de background sportif, ça va lui prendre un petit peu plus de temps là, en haltéro à développer de la force et de la puissance. Donc, c'est ce qui est le fun aussi avec les athlètes de CrossFit. D'ailleurs, la fille que j'avais qualifiée en 2015 au championnat canadien, c'était le même principe. La fille était déjà forte, elle était déjà toute all-around à cause du CrossFit. C'était juste de mettre un petit peu de technique dans son mouvement et
le jeu était fait. Là. Donc, il y a vraiment une bonne niche d'athlètes dans ce sport-là à cette époque-là pour pouvoir les prendre pour les emmener vers l'haltérophilie. OK, c'est cool. Et plus récemment, tu as commencé à travailler à la garnison de Saint-Jean avec les militaires des Forces armées canadiennes. Yes, c'est ça? yes. Et je sais que tu as aussi comme partie un club de sport d'haltérophilie pour les militaires sur la base, c'est ça? C'est exactement ça. On a sauté quelques petites années au travers de ça, mais bref, 2015, fini championnat canadien, etc. 2016, c'est là où je voulais avoir quelque chose de plus complet. En gros, un kinésiologue, c'est sûr que c'est difficile de trouver une job 40 heures semaine dans les heures normales. C'est sûr que tu vas faire des heures probablement un peu cassées ou est-ce que tu vas travailler soit tôt le matin, plus tard le soir, etc. À long terme, pour moi, ça fitait un petit peu moins dans mes cordes. J'essayais de trouver quelque chose d'un peu plus stable aussi, tout en gardant mon côté haltérophilie. Donc, en 2016, j'ai été engagé pour les Forces armées canadiennes à la garnison Saint-Jean, où c'est le centre de recrutement au travers le Canada. Là. Donc, tout le monde qui rentre dans l'armée au Canada, ils s'en vont à Saint-Jean. Donc, à ce moment-là, c'était ma job de jour et de soir, je coachais aussi à Montréal. Donc, Saint-Jean le jour, puis Montréal le soir. À ce moment-là, j'ai déplacé aussi mon entreprise au centre Gadebois, qui est juste en dessous de l'échangeur Turco, qui ont vraiment un excellent gym. Il est vraiment, vraiment très, très beau. C'est Hélico qui avait. C'est tout du stuff Hélico, donc c'était flambette, c'était vraiment exceptionnel comme gym. Donc, j'ai commencé à entraîner des gens là, tout en travaillant là, pour la garnison Saint-Jean dans le jour. Et parallèlement à ça, ben là, comme tu as introduit, c'est on a créé un club d'haltérophilie à Saint-Jean. Donc, moi, quand je suis arrivé à Saint-Jean, on est une vingtaine de PSP là-bas. Tous des gens très, très en forme, encore une fois, dans des secteurs différents. On a des gens qui sont bons en yoga, des gens qui sont bons en powerlifting, des gens qui sont bons en escalade, en course, en musculation, bodybuilding, en whatever, ce que tu veux. Il y en a un qui est spécialiste là-dedans. Là, donc, il y en a un, d'ailleurs, collègue de travail qui était même chose que moi, c'est un joueur de football, un gars de rugby, très fort, très puissant. Comme je le vois faire de l'haltérophilie, puis il est à ses débuts. Donc, je fais, hey, Sam, t'es quand même bon, tu fais de l'haltéro, tout ça. Il fait, ah, ben, je commence, good. Fait que moi, je travaillais là-dedans, donc j'ai commencé à l'entraîner. Au final, même principe qu'à mes débuts. La première année, il se qualifie pour des championnats provinciaux. Finalement, ça va prendre, je pense que ça a pris la troisième année qu'il s'est fait qualifier pour les championnats canadiens. Mais bref, plus léger que moi, puis vraiment fort, là, très, très fort. Il apprend vite, etc. Donc, ça a été un autre coup de foudre pour l'haltéro pour lui. Puis ensemble, ensuite, on a pu commencer à travailler sur un club d'haltérophilie basé à Saint-Jean. Donc, à ce moment-là, c'est de permettre aux militaires de s'affilier directement à la garnison pour faire des compétitions au niveau provincial ou même national si jamais il se rend là. Puis par le fait même, ben, on avait un militaire à peu près de notre âge qui faisait encore une fois du CrossFit. Il était fort, il était puissant, il était un petit peu moins conditioning, le gars. Donc, à ce moment-là, le militaire, on l'a commencé à l'entraîner, même principe. Il s'est qualifié pour des compétitions provinciales. Donc, on a eu du fun avec lui aussi. Donc, parallèlement à ça, ben, c'est ça. On voulait intégrer le monde de l'haltérophilie au niveau militaire. Donc, c'est le club d'haltérophilie région Québec. Donc, des Forces armées canadiennes région Québec. Donc, les gens qui sont basés à Valcartier ou à Montréal ou à Saint-Jean, ils peuvent s'affilier à notre club. À ce moment-là, ils sont en mesure de compétitionner au niveau provincial ou national. Est-ce qu'il y a des clubs similaires dans les autres provinces ou c'est quelque chose d'assez nouveau que vous avez commencé? Au Canada, on est les seuls. Puis, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on voulait entraîner des militaires, mais pour compétitionner, il faut que tu sois affilié à un club. Mais il n'y a aucun club, puis c'est compréhensible, qui vont dire « Ah, je ne vous connais pas,
venez vous affilier pour moi puis compétitionner pour moi. Tu sais. À ce moment-là, c'est avec raison qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne connaissent pas les antécédents de la personne. Ils ne savent pas, c'est un sport aussi qui est très contrôlé au niveau dopage, donc ils ne veulent pas prendre de risques à ce niveau-là. Nous, on connaît les personnes, on les affilie à notre club, ils sont en règle, ils ne prennent pas de suppléments interdits pour la fédération. Et à ce moment-là, ben, on a une relation de confiance avec eux et on est capable de les faire compétitionner. Donc, c'était normal à ce niveau-là que les autres clubs ne voulaient pas vraiment les avoir. Mais pour nous, on trouvait ça plate parce qu'il n'y avait pas la chance de compétitionner dans une compétition provinciale ou régionale parce qu'il n'y avait pas de club affilié. Et est-ce que tu penses, je sais pas, est-ce que tu es en contact avec des PSP des autres provinces? Est-ce que tu penses que vous allez potentiellement, ça va être entamé dans les autres provinces pour aussi ajouter parce que dans les autres sports, il y a évidemment des compétitions interprovinciales au niveau militaire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Ça pourrait être intéressant, honnêtement. C'est sûr que la pandémie a mis un bon frein à toute la progression qu'on avait. Pour l'instant, ce qu'on avait fait en 2018, on a ouvert le club 2018 ou 2019. On dirait que ça fait des années, alors que ça ne fait pas si longtemps que ça. On a fait des compétitions à la base militaire. Donc, on a fait en 2018, on a fait en 2019. Donc, je crois qu'on était rendu à commencer à ouvrir un plus gros marché de militaires, si on veut, puis rendre ça plus officiel au niveau national. On n'avait pas fait ces démarches-là encore. La pandémie nous a comme vraiment ralenti dans nos projets. Puis en ce moment, au niveau militaire, tous les sports sont sur le hold. C'est stand-by pour l'instant à cause de la pandémie. Là. Donc, ça serait un projet futur plus que ce qu'on a. Présentement, on n'est pas en mesure de le faire. Et donc, tu as coaché l'haltérophilie au civil à travers ton entreprise. Là, tu coaches l'haltérophilie au militaire. Je sais que tu as aussi coaché de l'haltérophilie aux équipes des citadins de l'UQAM. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que c'est sûr que c'est trois, on va dire, populations assez distinctes et les trois vont aller vers l'haltérophilie probablement pour des raisons différentes. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'approche différente dans l'utilisation de l'haltérophilie, mais dans ces différentes populations, donc athlètes élites, des civils qui veulent s'entraîner ou maintenant des militaires qui font de l'haltérophilie? Est-ce que l'approche est différente? Est-ce que... OK. Ouais, écoute, j'ai travaillé beaucoup plus avec des gens civils, pas nécessairement des gros sportifs. Ça a été beaucoup ma clientèle de base au départ. C'est une différente approche pour eux. Souvent, ils rentrent dans le gym, ils n'ont pas nécessairement un background de force. Donc, à ce moment-ci, commencer à jouer avec des barres, le choix est un peu différent. Il faut d'abord leur faire prendre de la force tout en jouant avec des barres vraiment légères. Donc, l'approche est un peu plus différente. Mais ils ont beaucoup plus de temps à accorder à l'haltérophilie. Après, au niveau des citadins, j'avais entraîné joueurs de volleyball et basketball. Et eux, ils ont l'école, ils ont leur entraînement personnel, ils ont leur sport, et après, ils ont un dada qui est l'haltérophilie pour essayer de leur faire gagner un peu de puissance. Mais c'est comme le quatrième en importance. Puis à ce moment-là, ben, ils ont un petit peu moins des fois d'énergie, concentration. C'est pas toute l'équipe qui est intéressée par ça parce que c'est le préparateur physique de la place qui va faire OK, ben regarde, on va vous mettre un cours d'haltéro, ça va être bénéfique pour vous. Après, est-ce que tout le monde, chaque joueur a l'intérêt à ça ou il le fait parce que c'est le préparateur physique en place qui l'a mis? Ça, c'est une autre chose. Donc, il y avait des gens qui avaient plus d'intérêt que d'autres. Il y a des gens qui avaient un meilleur background au niveau de la force, donc qui étaient très intéressés par ça parce qu'ils étaient bons aussi dedans. Donc, un petit peu de tout. Au final, l'autre clientèle qui était plus des gens complètement, disons, les athlètes que je parlais tantôt, des gens de CrossFit qui veulent se joindre et performer là-dedans, mais là, on a tout. Là, les gens ont le temps de s'entraîner, ils ont l'intérêt, ils sont déjà une bonne force de base. Donc,
c'est sûr que pour eux, c'est la clientèle la plus facile pour leur montrer l'haltérophilie. Mhm. Et donc, est-ce que tu as un riche background on va dire, d'haltérophilie pure comme le sport en tant que tel? Euh, c'est sûr que je pense de l'haltérophilie depuis quelques années, probablement les dernières 10 ans, ça prend quand même une grosse ampleur dans les programmes de préparation physique des athlètes qui ne sont pas des haltérophiles, qui ne sont pas vraiment nécessairement intéressés par des compés d'haltérophilie. Euh, c'est quoi on va dire, best bang for your buck de l'haltérophilie pour ces gens? Parce que on va se dire, c'est pas si important que ça s'ils sont capables de soulever des trucs de la terre jusqu'en haut. C'est pas ça le but de leur sport. Qu'est-ce que tu vois qui serait le meilleur pour le transfert pour ces sportifs-là et qui, comme tu dis, ils ont vraiment beaucoup de choses sur leur assiette déjà. Donc, ça peut pas prendre beaucoup de temps. Donc, prendre la technique ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu vois qu'est-ce qui est la meilleure approche pour ces gens-là pour avoir un transfert, mais sans passer trop de temps ou d'énergie sur. D'abord, la mobilité de ces personnes-là, ça dépend du sport, mais souvent pas très bonne chez les sportifs. L'haltérophilie demande une énorme mobilité aux épaules. Quand je pense au overhead squat, par exemple, les hanches, quand je pense au deep squat, le full squat qu'on a besoin. Donc, déjà, à ces deux extrêmes-là, on peut peut-être les barrer si on entraîne des groupes. C'est souvent pas de l'individuel. Donc, si tu entraînes des groupes, tu vas avoir comme tu disais, où est-ce que tu veux passer le plus de temps possible pour avoir le meilleur résultat possible. Ça serait les mouvements de clean, de power clean, je crois. C'est sûr qu'en plus, le power clean est plus facile à apprendre. Si tu prends, par exemple, le snatch, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est un mouvement de finesse. C'est beaucoup plus axé sur la vitesse que sur la force par rapport au clean. Mais le clean est beaucoup plus facile à apprendre. Donc, si tu veux, souvent, tu as 3 mois avec eux, disons. Ces personnes-là, ça va être difficile en 3 mois de leur faire gagner de la mobilité pour apprendre à faire le snatch, etc. Puis ils doivent jouer avec des charges intéressantes pour avoir un résultat. C'est vraiment comme un investissement l'haltéro au niveau de ta puissance sur le long terme, parce que si tu veux vraiment apprendre le mouvement technique, ça va te prendre des mois. Puis après, mettons, 3 mois à 6 mois, si tu es relativement bon en 3 mois, 6 mois, si tu as un peu plus de la misère au niveau moteur, puis la flexibilité aussi qui vient avec, c'est là où est-ce que tu vas commencer à avoir tes résultats. Par contre, eux, en off-season, ils n'ont pas autant de temps que ça. Ils n'ont pas 6 mois. Ils viennent m'entraîner pour 3 mois, puis il faut que ça donne des résultats avec ces gens-là. OK, je ne vais pas commencer à faire des mouvements de snatch parce que ça va te prendre 3 mois pour avoir une bonne posture, puis pas te blesser aussi dedans. Ça, c'est l'autre mandat. Blesse pas les gens. Donc, il faut que tu y ailles avec des mouvements qui vont gagner de la puissance rapidement, qui sont faciles au niveau moteur à apprendre, ou plus faciles, si on veut. Donc, je dirais honnêtement, tout ce qui est power clean va les aider. Puis après, c'est de voir aussi comme sport spécifique, si la personne a besoin d'un grand range of motion ou non. Est-ce que l'amplitude de mouvement, disons que la personne ne va jamais en bas de 90 degrés avec ses hanches, là, comme au niveau d'un deep squat. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on pourrait passer peut-être plus de temps à faire un hang power clean ou power clean à partir des blocs ou des trucs comme ça, où est-ce que tu vas développer de la puissance à la fin de ton extension. La plupart des sportifs, c'est plus ça, c'est au niveau des genoux jusqu'en haut, où est-ce qu'ils vont gagner plus de puissance. Ce qui est plus spécifique, en fait, pour leur sport. Okay. Et qu'est-ce que tu penses des variantes de tirage? Est-ce que ça, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être utile dans le sens que au niveau technique, c'est probablement encore moins technique. Non? Il y a pas la phase du catch. Est-ce que ça peut être quelque chose de bénéfique, donc 100%, tout ce qui est les tirages, les pulls, là, comme un hang pull, un pull à partir du sol, 100%. D'ailleurs, c'est souvent quand on veut introduire les power clean, les power snatch, on passe par cette phase-là, qui est une phase
en même temps d'apprentissage pour faire tes clés. Fait que l'avantage de ça, c'est de bouger une charge encore plus lourde, mais quand même à une vitesse plus qu'un deadlift. Right? Fait que c'est plus vite qu'un deadlift, un petit peu moins vite qu'un power clean. Donc, tu as un bon entre-deux. Ça serait super bien. Tu évites des blessures aussi. Les gens qui ont moins de mobilité pour le front rack, si on veut, d'attraper la barre ici, ils n'ont pas la mobilité du poignet, les épaules, etc. À ce moment-là, tu pourrais faire plus de pull avec eux autres. Si la personne elle arrive et est jammée comme ça ici, pas capable d'aller rejoindre son épaule avec la barre, soit que tu passes un mois à lui donner de la mobilité pour le faire, pour éviter de la blesser, ou que tu dis, regarde, on va peut-être faire des tirages à partir du sol ou à partir des blocs, puis tu vas gagner ta puissance quand même. Ça serait une autre possibilité. En même temps, première journée avec ce groupe d'athlètes-là, ça pourrait être de passer quelques tests de mobilité pour voir qui peut faire quoi comme exercice aussi. Si la personne a une bonne mobilité, peut-être même tu voudrais embarquer du snatch avec cette personne-là. Ça dépend du temps que tu as avec eux aussi. Hein. Si tu en as juste un qui est mobile des épaules, tout le reste ne sont pas mobiles, il n'est pas capable de faire du snatch. Dans ce cas-ci, peut-être oublier le snatch parce que tu ne vas pas faire de l'individuel étant donné que tu as un contrat plus de groupe. Donc, ça va être de faire ce choix-là. Là. Ça va dépendre. Cool. En parlant, donc, tu as mentionné un peu le fait que tu as été embauché comme PSP à la garnison de Saint-Jean. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de... donc, tu as parlé du fait que c'est une job à temps plein versus essayer d'avoir plein de petits jobs pour essayer de faire un salaire avec lequel on peut vivre, parce que c'est sûr, on veut tous pouvoir manger, même si on aime ça entraîner, ouais, entraîner du monde. Est-ce que tu peux quand même peut-être un peu plus élaborer sur comment tu as fait ce changement? Est-ce que tu étais même au courant de ces jobs-là avant d'appliquer? Comment est-ce que tu as su que ça existe, que ces positions sont ouvertes? C'est une bonne question. C'était une bonne question. Au travers le bac en kin, il y avait des gens, j'avais entendu des gens qui avaient travaillé à Montréal. C'est une garnison aussi à Montréal. Pour l'instant, je n'étais pas allé plus loin dans ces démarches-là. J'étais concentré sur l'haltérophilie. Mais après, j'ai un autre ami du bac qu'on connaît d'ailleurs les deux qui travaillait à Saint-Jean. Donc, j'avais vu une offre de poste qui est rare sur les réseaux sociaux. Finalement, j'ai fait hey, c'est peut-être la job de Nick, ça. Finalement, j'ai écrit à Nick, puis Nick me dit ouais, il dit c'est ma job, etc. C'est le fun. Il m'a parlé un petit peu de l'environnement. Donc, finalement, j'ai appliqué. 2 semaines après, j'ai commencé. Donc, ça a fonctionné par un réseau de contacts là, au bout de la ligne. OK, donc c'est ça, parce que je pense qu'on s'était parlé un peu offline de ça, c'est que je pense le monde de l'entraînement militaire, ça passe un peu en dessous du radar pour la plupart des gens, mais c'est des belles opportunités de travail. Ah oui, 100%. 100%. C'est une belle clientèle. Nous, à Saint-Jean, c'est les recrues, donc il ne manque pas de job. Tu as du 5000 recrues qui graduent par année. Avec la COVID, c'est sûr que ça a été très différent par rapport à ce qu'on faisait juste avant la COVID. Point de vue qu'on ne pouvait pas avoir trop de monde en garnison parce que les gens ils viennent de plein de provinces, ils prennent l'avion, ils s'en viennent ici, donc ça potentiellement, le risque pouvait peut-être être plus propagé, donc ils ont dû diminuer l'achalandage, etc. Mais oui, c'est une belle clientèle, puis il ne manquera jamais de job là-bas non plus. Donc, tu invites les gens à appliquer si ça leur... c'est certain. Honnêtement, on a des stagiaires aussi à tous les étés. Souvent, ils viennent de Sherbrooke parce que c'est plus près. Mais au bout de la ligne, ils peuvent venir de l'UQAM, de n'importe où. C'est en fonction des heures. C'est qu'à l'UQAM, pour avoir été là, on doit avoir comme 100 ou 200 heures de stage, ou 300 si je ne me trompe pas, à l'année 1, 2 et 3. Tandis que Sherbrooke, eux, c'est comme une immersion dans le domaine pendant plusieurs mois, si on veut. Là. Donc, à ce moment-là, pour nous, c'est plus intéressant parce qu'ils peuvent engager quelqu'un temporairement pour le stage. Et en plus, les stages sont payés, donc ça, c'est bien pour eux, mais ils sont là pendant vraiment 40 heures semaine pendant tout l'été. Donc ça, c'est bien. Tandis que si on prend quelqu'un de l'UQAM,
mais s'il n'est pas prêt à passer plus que 100 heures avec nous, c'est pas gagnant-gagnant de chacun des côtés. L'étudiant est gagnant, mais l'organisation, pour nous, un peu moins parce qu'il n'y a pas eu le temps de bien approfondir qu'est-ce qu'on faisait à Saint-Jean. Ouais, OK, je vois. Donc, tu as parlé du fait que principalement, vous travaillez avec les recrues à Saint-Jean. Je pense une des réalités, c'est que notre population en général est de plus en plus sédentaire. Donc, les recrues, c'est sûr, on recrute de la population. Donc, les recrues vont avoir des conditions physiques très variables, hein, je pense, quand ils viennent chez vous. Oui, oui. Est-ce que tu peux, donc, étant instructeur à Saint-Jean, s'il y a du monde qui écoute ça et qui sont intéressés à se joindre aux forces et donc ils vont passer par chez vous, ce serait quoi tes recommandations pour ces gens-là avant qu'ils arrivent chez vous pour justement être prêts pour les rigueurs de l'entraînement militaire? Là, on parle de quelqu'un qui voudrait s'enrôler. Oui. OK. Il y a les progressifs au niveau de la course. Une des plus grosses blessures que tout le monde a à chaque fois qu'ils rentrent à Saint-Jean pour leur qualification militaire de base, ils finissent toujours par avoir des shin splints, donc c'est une périostite, des périostites. Donc, c'est que le volume, surtout avec la COVID, on le voit encore plus, mais même avant la COVID, c'était identique en fait, là, quasiment. Là, il n'y a presque pas de différence. Oui, il y en a un peu plus là, mais la blessure était là avant. Mais les gens ne font pas assez de pas dans une journée. Disons qu'une personne, c'est pas tous des athlètes, hein? C'est des gens qui sont. Il y en a beaucoup qui sont sédentaires dans le sens que c'est pas parce qu'ils s'enrôlent qu'ils vont faire un métier de combat et qu'ils vont être très en forme physiquement. Tu sais, l'armée, tu as des camionneurs, tu as des cuisiniers, tu as toutes sortes de métiers. Beaucoup de métiers que tu peux voir au civil, ils se font aussi dans l'armée. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu rentres dans l'armée, tu es nécessairement en forme. Donc, on a donc une population comme au civil, population normale. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens sédentaires. On ne se le cachera pas, au Canada, ce n'est pas tout le monde qui est actif. Donc, à ce moment-là, ils peuvent passer de quoi? 2000 pas par jour sédentaires, je ne sais pas, à tout d'un coup, tout le monde dans le peloton font 20 000 pas par jour. Donc là, on a 10 fois plus de pas de ce que tu fais avant par rapport à ce que tu fais maintenant. Puis, ce n'est pas une fois dans ta semaine, c'est à tous les jours. Donc, à ce moment-ci, si tu veux t'enrôler, ça te prend plus de pas que tu fais dans ta journée. Ça prend aussi de la course. Probablement, la marche que tu vas faire aussi à Saint-Jean va être avec des rucksacks. Ça veut dire que c'est un sac à dos, des bottes militaires. Ce ne sera pas en beaux souliers Reebok ou whatever. Ça va être une botte qui est plus ou moins confortable parfois pour les longues marches. Que ce soit été ouvert, il va faire chaud, etc. Donc, c'est des conditions plus difficiles que chez toi à faire des pas. Donc, déjà là, tu te rajoutes plus de charge. Mais il y a aussi beaucoup de courses. Donc, les entraînements, pas juste avec nous. Il y a une certaine partie des entraînements qui se font avec des instructeurs militaires qui adorent la course. Donc, au bout de la ligne, ça fait que si tu faisais 2000 pas par jour, pas de course, maintenant, tu en fais 20 000. Puis dans ces 20 000-là, tu en as beaucoup, une couple de 1000 où est-ce que tu vas courir. Donc, si tu es overweight aussi, tu es trop lourd par rapport à, tu fais un peu d'embonpoint ou quelque chose comme ça, bien, à ce moment-là, tu vas avoir de la difficulté à keep the pace, là, si on veut. Donc là, à ce moment-là, les blessures peuvent arriver. C'est sûr que s'il y a des blessures, on a une équipe qui travaille avec les gens blessés aussi pour les remettre sur les pelotons le plus rapidement possible. Donc, on a des gens qui travaillent, tu sais, il y a un tri d'entrée aussi là, dans les premières semaines où est-ce que c'est le test force. Donc, le test force qui consiste en 4 tâches. Ça, vous pouvez trouver ça sur le site des SBMFC. Mais en gros, c'est 4 tâches physiques. Si tu ne réussis pas les 4 tâches, tu as un test, un deuxième essai à ton test la même semaine. Si tu échoues une deuxième fois, dans ce moment-ci, tu n'es peut-être pas blessé, mais tu n'es pas assez en forme pour rester sur le peloton. Ce n'est pas un test très difficile, honnêtement, mais on a quand même des gens qui échouent. À ce moment-ci, il y a des gens qui vont s'occuper d'eux pour les remettre en forme, pratiquer le test et réintégrer les pelotons quand ils vont être aptes à faire le test. Donc, ça va faire un premier triage pour éviter les gens qui vont assurément se blesser. Si ils ne réussissent pas le test force, puis on les mettrait quand même sur un peloton, c'est assurément qu'ils vont se blesser. Donc, à ce moment-ci, on les retire, on les entraîne et on les réintègre une fois qu'ils sont en forme.
L'autre catégorie de personnes qui pourrait arriver, ce serait une personne qui se blesse en cours de route. Dans ce cas-ci, on va les entraîner, les remettre sur pied. Ils vont aller faire le test, ils vont passer le test, ils vont réintégrer les pelotons. Mais malgré ceux qui passent au travers le tri de la première des 2 premières semaines, il y en a beaucoup qui vont quand même se blesser en cours de route parce que, comme tu disais, ce qu'ils ont fait auparavant, c'est peut-être pas assez pour le niveau de conditions physiques que ça prend dans l'armée au départ pour ta qualification militaire de base. Et est-ce que encore une fois, pour si quelqu'un est intéressé, est-ce qu'il y a on va dire, des barèmes très généraux que quelqu'un qui est en train de justement se préparer pour leur premier cours militaire, qui, dans leur tête, ils devraient, on va dire, check off ces boîtes-là pour au moins se donner une bonne chance pour performer et ne pas se blesser. Donc, des barèmes qu'ils peuvent peut-être s'entraîner dessus avant justement d'arriver chez vous? Certainement. Écoute, si je pense aux tâches, on parlait beaucoup des pas, du nombre de pas, mais c'est aussi d'y aller progressivement. Si tu fais 2000 pas, puis il reste 3 semaines avant que tu rentres, puis tu fais juste comme plus 5000 à toutes les semaines pour y arriver, ça ne marchera pas. Ça prend une progression qui est lente et prolongée dans le temps, qui est progressive. C'est comme n'importe quoi. Si tu vas trop vite dans ta charge que tu as sur toi, tant au niveau de la musculation qu'au niveau de la course ou whatever, ben, tu vas sûrement te faire mal. Donc, c'est d'y aller progressif. Sinon, aussi d'apprendre à soulever des charges avec le dos droit. Beaucoup de personnes qui, la colonne vertébrale neutre, là, ils ne connaissent pas ça. Donc, quand ils arrivent dans nos classes, nous, on a une job au début de mise à niveau, au niveau de comment on fait pour soulever une charge avec un dos neutre. On leur apprend c'est quoi un hip hinge, mettons. Donc, tu sais, les trucs de base. Donc, c'est aussi de revoir le test force sur Internet puis de le pratiquer avant d'arriver. Dans ce moment-ci, ça demande d'être capable de se mettre au sol, de se relever rapidement, de courir sur 10 mètres, de refaire le même principe, de connaître les tests d'avance. Check in the box. Honnêtement, c'est beaucoup au travers les pas et la course de base. Après, ça prend aussi un certain tonus musculaire. Sinon, tu cours sur un squelette. Là, donc, le but, c'est de faire un petit peu de musculation qui pourrait être simplement des squats, bodyweight squats. Ça peut être ça peut être des lunges. Il faut être capable de bouger dans différents angles. Mais la plupart des blessures surviennent principalement au niveau des pas. Les pas. Ils font trop de pas. Puis la progression est pas assez... c'est pas assez progressif. C'est day one, tu en fais 20 000 par rapport à 2 à 5 000 auparavant. Donc, si ça, c'est fait, ça va déjà améliorer la majorité des gens qui veulent rentrer. Mais, autrement, autre que nous dans le PT, ça peut arriver aussi là, qu'au final, ils sortent avec l'instructeur parce qu'ils ne font pas les choses comme il faut, puis ils s'en vont dehors, puis ils font des push-ups, puis des push-ups à la tonne. Là, à ce moment-ci, tu commences à accumuler. Là. Donc, être capable de subir ces entraînements-là qui sont un peu imprévus, des squats, des push-ups, des burpees, des trucs bodyweight, que tu dois avoir une bonne fonte, une bonne capacité à subir ces choses-là. À travers tout ça aussi, c'est le manque de sommeil. Les recrues, ils se couchent autour de 11 heures le soir. Puis c'est pas comme de 6 heures à 11 heures, ils ne sont pas en break. Faites ce que vous voulez. Non, nettoie ton arme, cire tes bottes, fais ton lit avec ta règle, tout ça jusqu'à 11 heures. Puis le lendemain matin, à 5 heures du matin, réveille-toi parce que rapidement, tu vas avoir une inspection du commandant. Il va regarder si tu as bien fait ton lit, si tu as de la poussière, puis ça ne sera jamais bien fait. Au bout de la ligne, tu vas avoir un grain de poussière, puis tu vas avoir fait les choses pas comme il faut. Tu as beaucoup de stress mental. Et physique. Là, on parle de quelqu'un qui fait ça, mais qui va dormir aux heures convenables, va récupérer. À ce moment-ci, eux, ils ont tout ça. Ils ont très peu de sommeil. Ils ont énormément de stress dans les premières semaines. Donc, c'est vraiment pas facile. Puis, pour avoir un peu d'injustice au travers ça, il y en a qui ont leur peloton, leur chambre est comme au 4e étage, mais il y en a d'autres qui sont au 7e, 8e. Donc,
on parle de pas. Un peloton peut faire 5000 pas par jour de plus juste parce qu'ils sont 4 étages plus haut, versus un autre qui est dans les premiers étages. Donc, ça dépend aussi de la chance au travers de ça. OK. Donc, prenez-vous d'avance, là. Prenez-vous d'avance, puis mettez ça étape par étape. Ouais. OK, cool. Hum, et si on reste sur le sujet des recommandations, euh, pour quelqu'un qui est intéressé à devenir PSP, donc instructeur de conditionnement physique et de sport, euh, ça serait quoi tes recommandations pour quelqu'un qui justement il songerait à appliquer pour ce genre de position? C'est quoi que ça prend? C'est quoi les qualités tant physiques que peut-être interpersonnelles que Mhm. pour être aiguiser du succès sur la job? C'est une bonne question. Premièrement, on est une grosse équipe, autour de 20 à 25 personnes environ. Donc, il faut que tu sois bon à travailler en équipe, parce que c'est une équipe. On ne travaille pas individuellement. Puis dans l'armée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que tu sois capable de travailler en équipe. Il faut aussi que tu sois capable de débrouiller dans les deux langues. Parce que, comme j'ai dit, c'était français et anglais au travers du Canada au complet. Donc, si tu as un peloton devant toi juste en anglais, il faut que tu sois capable d'être fonctionnel au niveau de l'entraînement en anglais et être capable de communiquer l'information que tu as à communiquer. Ensuite, pour ce qui est du nombre de personnes aussi, tu ne peux pas être prêt à ça tant que tu ne l'as pas fait parce qu'ils sont au maximum 60 dans un peloton. Donc, tu te ramasses, toi, tu es un entraîneur dans un gym qui fait du one-on-one ou qui fait du semi-privé avec comme maximum 10 personnes ou un petit cours de groupe, un truc comme ça. Là, tu rentres devant une communauté militaire qui sont à l'écoute de toi, à tout ce que tu dis, ils t'écoutent, mais là, ils sont 60. Ils sont 60 en français et en anglais. Donc, il faut que tu sois comme prêt à ça, mais en même temps, c'est vraiment difficile de se préparer à parler à 60 personnes dans une autre langue ou qui sont très à l'écoute de toi. Ça, c'est aussi une qualité que j'aime bien pour travailler là. Ben, en fait, une qualité de la job, c'est que les gens, ils vont te faire ce que tu fais, ce que tu leur dis de faire. Donc, ça, c'est vraiment bien. Des fois, il y a toujours des clientèles qui sont plus difficiles que d'autres, ou est-ce qu'ils n'écoutent pas nécessairement tes recommandations, ou etc. Donc, à ce moment-ci, eux, ils n'ont pas le choix de l'écouter. Sinon, ils sont chicanés. Hein? Donc, non, il n'y a pas de problème de discipline à ce niveau-là. Tu n'as pas à faire de discipline dans ce job-là. Donc, ça, c'est vraiment positif. Sinon, on doit être sauveteur national au niveau de la nage pour travailler à Saint-Jean. Je ne sais pas partout ailleurs au Canada, je pense. Je pense que oui, mais je ne suis pas certain, sauf que je sais qu'à Saint-Jean, on a besoin. Ça peut être un critère comme tu peux être embauché, mais aller chercher ton sauveteur national par la suite. Donc, moi, je n'avais pas de sauveteur national, mais je suis allé le chercher la première année que je suis rentré. C'est pas. Ça dépend. Il y a des gens qui sont vraiment bons dans l'eau en partant, d'autres que non, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir comme qualification, mais qui peut être par la suite, tu peux aller le chercher. Autre qualité. Écoute, ce qui est bien aussi, comme je disais, il y avait beaucoup de monde dans différents domaines. Donc, on partage énormément de connaissances. Fait qu'au niveau des connaissances, pour vrai, ça, si tu es intéressé par la job, n'hésite pas quand même à appliquer juste parce qu'il y a tellement de gens qui vont te montrer plein de choses sur l'entraînement que tu vas vraiment comme. Le réseautage est difficile en tant qu'in des fois quand tu travailles dans ton gym et tu es tout le temps avec 2, 3 mêmes entraîneurs. Mais là, quand tu es né 20, 25, le partage de connaissances il est énorme. Tu apprends tellement de choses dans toutes les sphères d'entraînement que tu vas rattraper rapidement beaucoup de monde sur le niveau connaissance en kinésiologie. Mhm. Ouais. Donc, une bonne opportunité pour quelqu'un qui serait intéressé. Certainement, puis il y a souvent des postes d'ouvert, que ce soit temporaire ou permanent. À tous les années, il y a beaucoup de mouvements. Ça peut être des gens qui vont travailler, ils vont monter dans des échelons, ils vont travailler plus en administration maintenant ou gérer des équipes. À ce moment-ci, son poste devient ouvert ou congé de maternité, etc. Il y a des opportunités pour rentrer dans la place en étant temporaire, puis rapidement, souvent, tu vas obtenir un poste permanent quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire une ou deux choses
qui sont incroyables que tu adores dans ta job Euh, et qui peut-être tu sais, qu'on va pas nécessairement retrouver dans d'autres sphères de la préparation physique ouais, non ben, militaire. comme je parlais au niveau de la discipline, c'est quelque chose que j'adore. D'avoir des gens qui écoutent ce que tu dis, puis qui le font, puis, sans hésitation, puis c'est par la suite qu'ils réalisent que c'est cool, ça fonctionne, puis ça va bien. Tu n'as pas de résistance de la personne que tu enseignes. Il va juste le faire. Euh, L'autre chose que j'avais mentionné par rapport au nombre de personnes qu'on a dans nos pelotons, quand est-ce que tu vas avoir 60 personnes que tu vas entraîner ensemble, puis qui vont être vraiment stricts, puis qui vont faire ce que tu leur dis, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, Pouvoir parler aussi à ces gens-là en français et en anglais, donc ça te permet vraiment de te développer au niveau des deux langues, puis devant beaucoup de monde qui a peu de job peut te donner cette opportunité-là. Ça c'est sûr. Euh, Après, c'est aussi de travailler avec une communauté militaire où est-ce que, tu sais, on peut être porté à avoir des pistes à obstacles, par exemple, ou est-ce que là, maintenant, on ne les fait plus avec armes, mais on pouvait les faire avec armes qui n'est pas les vrais C7 qu'eux utilisent, mais des armes qui sont semblables, une réplique, si on veut. Donc, où est-ce que tu as un lien entre le militaire puis ce que tu fais en tant que kinésiologue puis l'entraînement, c'est le lien entre les deux. Il n'y a aucun autre job qui va te permettre de faire ça. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi. Mhm. Et on va dire pour que les gens rentrent avec les yeux grands ouverts, est-ce qu'il y a peut-être des obstacles ou des réalités dans ce monde militaire que les gens devraient être conscients avant d'appliquer, que peut-être ils se désillusionnent pas lorsqu'ils rentrent? Ça peut être des fois, écoute, je baigne dans le milieu, j'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, mais des fois, ça peut être la rigidité, la raideur, parce qu'on travaille aussi vraiment conjointement avec les instructeurs militaires, ça veut dire les sergents, les caporals-chefs, les adjudants, etc. Mais surtout, sergents, caporal-chefs, on travaille sur le plancher avec eux parce qu'eux, ils amènent les pelotons dans nos plateaux d'entraînement. Donc, eux, ils vont être là beaucoup au niveau discipline. Euh, Ça peut être un froid au début de rentrer puis faire comme OK, ils sont vraiment sévères avec eux, là, intense. Donc, à ce moment-là, tu peux faire comme oh, c'est avoir une petite crainte là, à ce niveau-là où juste la recrue qui se pointe devant toi au garde à vous, puis va commencer à se rapporter devant toi avec tout plein de numéros, puis son numéro de métier, son métier, puis vraiment très convaincu de ce qu'il dit, etc. Ça peut être très impressionnant au début, là, ça c'est sûr. OK, OK, cool. Euh, euh, je sais que le temps file. Je vais te demander, euh, donc vous avez parti votre club d'haltéro militaire. Est-ce que tu peux parler un peu de c'est comment entraîner un militaire, mais dans un contexte de sport? Tu as parlé du fait que vous voulez qu'il puisse même compétitionner au provincial, au national, donc au niveau civil. Donc, il est en train de compétitionner contre des athlètes qui, pour du moins certains, c'est comme leur full-time job, c'est juste s'entraîner, tandis que eux, c'est des militaires, leur job, c'est être militaire. Ils font de l'haltéro comme sport à côté. Euh, Ouais. Est-ce que tu peux peut-être parler un peu de l'approche de comment est-ce que j'imagine vous voulez quand même que ces gens-là aient des résultats même au niveau national. C'est quoi l'approche que vous avez trouvé qui marche pour entraîner du monde, que c'est juste un truc on the side pour eux, mais ils veulent quand même performer contre du monde que ils sont full-time dans ça? Le militaire, c'est très, très encouragé de s'entraîner, puis c'est très bien vu au niveau des forces quand tu fais des sports ou quand tu prends le temps de t'entraîner, puis les gens vont toujours valoriser ça. Ça fait partie des valeurs des Forces armées canadiennes. Donc, à ce moment-ci, quelqu'un qui décide qui parle à sa chaîne de commandement, sous notre recommandation, on dit, on veut que cette personne-là s'entraîne 1 heure par jour. Il va fort possiblement, y débloquer des heures pour qu'il puisse s'entraîner. Donc,
pour eux, c'est vraiment exceptionnel. Ils peuvent être payés puis s'entraîner littéralement. Là, après, c'est de voir si leur job le permet dans ce qu'ils font, mais souvent, ils sont capables de le faire même à l'extérieur des heures du dîner. Ils seraient capables de peut-être se débloquer des heures pour venir faire l'entraînement. Donc, c'est une ouverture exceptionnelle pour les militaires de faire ça par les valeurs de la militaire. Okay. À ce moment-là, je trouve que quelqu'un qui a une job, parce que tous les athlètes, à un moment donné, ils vont atteindre un 23, 24, 25, à un moment donné, ils vont commencer à devoir travailler aussi. Puis à ce moment-là, pour eux, même si tu dis à ton employeur, j'ai besoin de temps de m'entraîner, il va dire, regarde, get the job done, puis tu iras t'entraîner après. Tu vas le faire sur ton propre temps aussi. Alors qu'au niveau militaire, le gym est sur place et c'est supporté par ta chaîne de commandement de pouvoir t'entraîner aussi sous notre recommandation en plus. Donc, les chances qu'ils puissent avoir peut-être même une meilleure qualité d'entraînement en haut de quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler là, au civil. Quelqu'un qui travaille à part égale, le militaire peut avoir un avantage à ce niveau-là. C'est cool. OK, donc on va donc avoir des autres attentes de votre club d'haltéro. Ben, écoute, il faut trouver. L'autre chose qui est difficile, Mike, là-dedans, c'est le déploiement parce que, tu sais, eux, ils peuvent rester 2 ans avec nous, puis après, ils peuvent partir ailleurs. Donc, ça peut être décevant aussi d'un autre côté où est-ce qu'on l'entraîne. Ça prend des années avant de développer des bons athlètes pour pouvoir faire des nationaux. Ça peut prendre 2 ans, là, c'est exceptionnel. Là, ça peut prendre bien plus que ça. À ce moment-ci, on le perd parce qu'il est déployé puis il s'en va à Gagetown ou en Colombie-Britannique ou whatever. Fait que ça, c'est décevant. Fait que, honnêtement, on ne met pas trop d'attentes à ce niveau-là. On veut vraiment le faire découvrir le sport. Puis après, s'il y a besoin de plans, on peut toujours faire des plans à distance. Puis on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Peut-être qu'on va avoir une plus grande communauté qui va aussi communiquer au travers des bases entre elles. Avoir un meilleur encadrement, ça peut être possible aussi. Je vous le souhaite. Yes, merci. OK, cool, Bruno. Et si les gens ils veulent connecter avec toi pour en apprendre plus sur ce que tu fais ou à te poser des questions, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Au niveau haltérophilie, j'ai mon adresse email bnexplode@gmail.com. À ce moment-ci, tout ce qui rentre, même au travers mon emploi personnel, je vais pouvoir y répondre au travers cette adresse-là. OK, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux aussi ou On a une page Facebook, un Instagram qui est, vu que les gyms étaient fermés dans la dernière année, on était plus ou moins actifs, mais oui, quand les choses vont recommencer comme il faut, on va poster plus de trucs aussi. Donc, BN Explode sur Instagram, Facebook aussi, on est là-dessus. OK, cool. On va mettre ça dans les détails pour que les gens puissent Cool, merci. rejoindre. Ouais. Yes. OK, ben super Bruno, mais merci encore de nous avoir accordé de ton temps et de nous avoir parlé de ce que tu fais. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Si jamais les gens ont des questions sur soit haltérophilie encore ou même qui sont intéressés par l'emploi que je fais auprès des Forces armées canadiennes, vous pouvez m'écrire n'importe quand. Je vais pouvoir faire acheminer les courriels à qui de droit ou vous aider à pouvoir rentrer aussi à cet endroit-là. Super. Cool. Ben, merci encore Bruno et à plus alors. All right. Pas de Allez, trouble. ciao. Ciao.